En février dernier, il y a une scène assez inhabituelle qui s'est déroulée entre Niamey et Alger. Oui, vraiment pas le genre de choses qu'on a l'habitude de voir. Ben non, parce que d'habitude, la géopolitique, c'est très abstrait, quoi. Des grands discours, des tapis rouges qui n'en finissent pas. Mais là, pas de grande réception diplomatique. Ce qui a franchi la frontière, c'est une équipe très spécifique. C'est ça, des ingénieurs, des géologues. Exactement. Des spécialistes de la modélisation de réservoirs, des experts en forage. En fait, des gens qui ont quitté le Niger pour s'installer direct dans les centres techniques en Algérie avec une mission extrêmement pragmatique. Brancher les réseaux énergétiques. Voilà. Les réseaux, les cerveaux et au final les économies de leurs deux pays. Et c'est le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Décortiquer cette dynamique géopolitique. Et c'est passionnant parce que le fait de voir des techniciens remplacer les diplomates traditionnels, ça illustre une transformation majeure sur le continent africain. Une vraie transformation, oui. Complètement. Cette alliance entre l'Algérie et le Niger vient de basculer. On n'est plus dans l'entente cordiale sur le papier, on est passé à l'ingénierie lourde sur le terrain. Et donc l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, avec tous les documents et rapports techniques qu'on a rassemblés, c'est de comprendre cette mécanique. C'est de voir comment, en fait, l'urgence économique pousse ces deux nations à fusionner leurs intérêts à travers des méga-projets d'infrastructure. Parce que, quand on regarde les sources, le point de départ de cette accélération, c'est la visite du président nigérien à Alger au début de l'année. Officiellement, une simple visite de chef d'État. Une formalité, en apparence. C'est ça, une formalité. Mais quand on regarde les retombées, l'envoi de cette délégation technique nigérienne, ça ne s'est pas fait attendre. Le transfert a été quasi instantané. C'est un peu comme si, à la seconde même où les dirigeants se serrent la main, les ingénieurs étaient déjà dans la salle des machines pour connecter les systèmes. Et le calendrier, c'est vraiment le premier indicateur d'un changement de paradigme. Habituellement, après une rencontre au sommet, la mise en œuvre technique prend des mois. Voire des années parfois. Oh, souvent des années, oui. Le temps de naviguer dans les bureaucraties des ministères. Mais ici, la rapidité d'exécution révèle une pression, une urgence considérable. Une urgence liée à quoi concrètement? Au contexte régional au Sahel et au bouleversement du marché mondial de l'énergie, ces pays ne peuvent plus se permettre de s'enliser dans des procédures administratives, quoi. Leur souveraineté dépend aujourd'hui de leur capacité à agir vite pour générer des revenus indépendants. D'accord, je veux bien entendre l'argument de l'urgence, mais je me fais l'avocat du diable un instant. Allez-y. On a tellement vu de mémorandums d'entente grandiloquents en Afrique, suivis de visites de techniciens qui font de belles photos autour d'une moquette et puis rentrent chez eux. Qu'est-ce qui prouve que cette délégation n'était pas juste là pour assurer le service après-vente politique, quoi? Ah, c'est une question légitime. Mais la composition même de la délégation et surtout l'endroit où elle a été envoyée offrent la meilleure réponse à ce scepticisme. C'est-à-dire? Ces experts ne sont pas allés dans les ministères algériens. Ils ont été intégrés directement au sein du groupe algérien Sonatrach. Ah oui, Sonatrach. Le nom revient en boucle dans la documentation. Exactement. Et ils y sont allés avec des mandats très précis. Sur l'exploration géologique, sur la gestion des champs d'hydrocarbures. En fait, ils ne venaient pas en observateur. Ils venaient pour bosser, quoi. Voilà. Ils venaient récupérer des données techniques et des méthodes de travail pour les appliquer immédiatement sur leur propre gisements en Niger. Parlons-en de Sonatrach. Parce que pour ceux qui suivent un peu l'énergie, on sait que c'est un géant. C'est littéralement la colonne vertébrale de l'économie algérienne. C'est un monstre énergétique, oui. Et la documentation insiste beaucoup sur son rôle de, je cite, référence régionale pour la formation des compétences. Mais concrètement, ça veut dire quoi dans ce contexte? Mais Sonatrach, c'est pas seulement une entreprise qui pompe du pétrole. C'est une structure qui maîtrise l'intégralité de la chaîne de valeur. De A à Z. C'est ça. Depuis l'exploration sismique dans le Sahara jusqu'au raffinage, en passant par la liquéfaction du gaz naturel, et même sa commercialisation sur les marchés très complexes de l'Europe ou de l'Asie. Cette entreprise a dû forger sa propre autonomie au fil des décennies. Et c'est cette expérience de l'autonomie qu'elle transfère aujourd'hui. Mais est-ce que ça ne marque pas un tournant majeur? Si, complètement. Parce que, historiquement, quand un pays africain trouvait du pétrole, la norme, c'était de faire appel à une multinationale étrangère, non? Absolument. La multinationale américaine, européenne ou asiatique arrive avec ses machines, ses ingénieurs. Elle extrait la ressource, elle prend une grosse part des profits et au mieux, elle forme quelques locaux à la maintenance. Pour nettoyer les machines, quoi. Mais là, on a un pays africain qui s'adresse à un autre pays africain pour créer une expertise purement interafricaine. Techniquement, ça change quoi par rapport au modèle classique?
La différence, elle est dans la nature même du savoir transmis. Une multinationale forme des techniciens pour faire tourner ses propres installations. C'est purement opérationnel. D'accord. Alors que le modèle de Sonatrach, partagé avec le Niger, c'est un modèle de gouvernance souveraine. Attendez, gouvernance souveraine, c'est-à-dire... C'est enseigner comment auditer les réserves soi-même pour ne plus dépendre de l'évaluation d'un acteur extérieur qui pourrait avoir d'autres intérêts. C'est apprendre à structurer des contrats de partage de production qui soient vraiment à l'avantage de l'État. Ah ouais, c'est pas juste tenir la clé à molette? Non, pas du tout. C'est aussi gérer financièrement la rente pétrolière. En gros, on ne forme pas des opérateurs, on forme les futurs dirigeants de la politique énergétique du Niger. Si je devais utiliser une image, disons que c'est la différence entre apprendre à un employé comment utiliser une caisse enregistreuse Oui. et lui apprendre à lire un bilan comptable, à négocier avec les fournisseurs et à fixer les prix pour carrément diriger le supermarché entier. C'est une analogie parfaite. Et l'impact de ça, ça dépasse largement les frontières du Niger. Comment ça? En créant ce type d'expertise au niveau régional, on réduit mécaniquement la dépendance du continent envers l'extérieur. Les pays commencent à construire une vraie ingénierie juridique et technique, une ingénierie capable de tenir tête aux multinationales lors des négociations. Donc on a toute cette montée en compétences intellectuelles, mais tout ça doit s'incarner dans le monde physique à un moment. Et c'est là que l'analyse nous amène face à un projet qui donne un peu le vertige. C'est le gazoduc transsaharien. Ah, le TSGP, un projet monumental. Oui, les textes disent colossal, ou le projet le plus ambitieux d'Afrique. Posons les faits une seconde. On parle de quoi? On tire un tuyau de quelle taille? De où à où? Alors, c'est un projet d'infrastructure de plus de 4000 km. 4000 km? Oui. Son point de départ, c'est le sud du Nigeria qui regorge de réserves gazières phénoménales. Ensuite, le tracé remonte sur plus de 800 km à travers le Niger. D'accord. Il traverse la frontière algérienne et là, il se connecte au réseau de gazoducs qui existe déjà dans le nord de l'Algérie. Et de là, le gaz utilise les infrastructures sous-marines pour traverser la Méditerranée et arriver direct en Europe. Et ça transporte quelle quantité, un truc pareil? Sa capacité est estimée à environ 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. C'est fou. 4000 km, c'est l'équivalent de traverser les États-Unis d'une côte à l'autre. Mais là, c'est en plein milieu du Sahara et du Sahel. Avec tous les défis que ça implique. Justement, ça soulève une question évidente. L'histoire en Afrique est remplie de ces fameux méga-projets. Des autoroutes transcontinentales, des chemins de fer, qui sont restés dans les cartons des architectes ou qui ont été abandonnés à la première crise. Pourquoi ce gazoduc-là réussirait là où tant d'autres ont échoué? La grande différence aujourd'hui par rapport à l'utopie que c'était il y a 20 ans, c'est la pression extérieure. Le catalyseur, curieusement, il n'est pas en Afrique, il est en Europe. La crise énergétique européenne. Exactement. L'Europe veut se sevrer définitivement du gaz russe et ça a créé un vide immense sur le marché. Ils cherchent désespérément du gaz par gazoduc. Pourquoi par gazoduc spécialement? Parce que le gaz naturel liquéfié, celui qu'on amène par navire, ça coûte beaucoup plus cher et ça demande des terminaux très spécifiques. L'Algérie est déjà un fournisseur fiable pour l'Europe, mais ses réserves ont des limites. Donc, en connectant le gaz nigérien via le Niger, l'Algérie sécurise sa place de hub incontournable. Ouais, c'est un alignement d'intérêts quasi parfait. L'Europe a une soif d'énergie, le Nigeria a du gaz qu'il n'arrive pas à écouler, l'Algérie a les ports. Et le Niger, au milieu, c'est le seul corridor géographique possible. C'est la géographie qui dicte les règles. Mais le Niger va pas juste se contenter de regarder passer les tuyaux 6. Ils y gagnent quoi dans l'histoire? Ah non, pour Niamey, l'enjeu est énorme. Faut savoir qu'un gazoduc comme ça, c'est pas juste un tuyau vide. Il y a des stations de compression tous les quelques centaines de kilomètres pour maintenir la pression. Et ça demande de l'énergie. De l'énergie, de la maintenance, des routes. Pour le Niger, ce gazoduc est conçu pour être raccordé à son propre réseau électrique futur. Ils peuvent prélever une partie du gaz pour alimenter des centrales thermiques locales. Ah, ce qui aiderait à régler leurs problèmes de coupure d'électricité. Absolument. Et en plus, les droits de transit sur un tel volume, ça représente une manne financière massive. Le but, c'est de transformer ce corridor en un vrai pôle de développement industriel. Il y a quand même un aspect qui me chiffonne. La sécurité. Ah oui, le point sensible. Maintenir un tuyau stratégique de 4000 km, en plein désert, dans une région où on sait qu'opèrent des groupes armés. Ça ressemble à un cauchemar logistique et militaire. C'est clairement le nerf de la guerre. Techniquement, de grandes parties sont enfouies. Et la surveillance, aujourd'hui, ça se fait avec des drones, des capteurs sismiques de pointe pour détecter les fuites ou les intrusions. Mais ça suffit des capteurs. Pas seul. La vraie sécurité, dans la philosophie de ce projet, elle est économique. Si le gazoduc apporte de l'électricité aux villes,
s'il crée des emplois locaux, s'il finance les budgets de la région, ben, la population locale devient le premier rempart. C'est elle qui défend l'infrastructure. L'intégration économique comme outil de sécurité? C'est très pragmatique. C'est la méthode la plus efficace en fait. Bon, on comprend bien la logique de ce corridor géant. Mais nos sources ne s'arrêtent pas au transport. Elles pointent aussi vers un autre dossier, le projet CAFRA. Et là, on remonte carrément à la source. On ne transporte plus le gaz des autres, on fore. C'est quoi ce projet CAFRA, concrètement? CAFRA, c'est un immense bloc pétrolier. Il est situé à l'extrême nord du Niger, juste à la frontière algérienne. Et la géologie de la zone est super intéressante. Pourquoi? Parce qu'une nappe de pétrole enfouie à des milliers de mètres sous terre, elle se fiche un peu des frontières dessinées sur une carte. Le bassin sédimentaire est à cheval sous les deux pays. D'accord. Et c'est la façon dont ils ont décidé d'exploiter cette ressource frontalière qui est, je dirais, la véritable innovation ici. Les sources parlent de sauts qualitatifs, d'exploration et de production conjointe. En clair, sur le terrain, ça veut dire quoi, cette production conjointe? Traditionnellement, ces gisements frontaliers, ça crée des conflits. Chaque pays essaye de pomper plus vite que le voisin, c'est ce qu'on appelle le forage oblique. Le premier arrivé rafle la mise. Voilà. Et pour éviter ça, l'Algérie et le Niger, via Sonatrach, ont mis en place un partenariat unique. Les capitaux, les risques et les équipements sont partagés. Au lieu que le Niger donne le terrain à une entreprise étrangère qui prend tout le risque financier et tous les profits, bien Sonatrach devient partenaire co-investisseur de l'État nigérien. Donc c'est un peu comme si, au lieu d'engager un promoteur immobilier pour construire sur votre terrain et espérer des miettes, vous fondiez une boîte de BTP à parts égales avec votre voisin. Exactement. Vous mettez votre argent tous les deux. Si vous tombez sur du sable, vous absorbez la perte ensemble. Oui, on partage les pertes aussi. Mais si c'est un gisement majeur, toute la valeur ajoutée reste entre vos mains sur le continent africain. L'image de l'entreprise conjointe est très juste. En liant leur portefeuille comme ça, sur des investissements lourds, ces deux nations font de la géopolitique par les mathématiques financières. Et le but premier de ça, comme le soulignent tous les documents, c'est la diversification économique. Mais pourquoi la diversification est si vitale? Vendre du pétrole, peu importe comment c'est structuré, ça rapporte de l'argent de toute façon, non? Sur le papier, oui. Mais les économies peu diversifiées, qui dépendent d'une seule rente fixée par des acheteurs lointains, elles sont extrêmement fragiles. À cause des fluctuations des cours. C'est ça. Si le cours du baril s'effondre à Londres ou New York, une économie qui ne fait que fournir la ressource brute, elle vacille en quelques semaines. En produisant conjointement, le Niger et l'Algérie créent des amortisseurs. Ils partagent les coûts des infrastructures de raffinage. Ils créent des chaînes de valeur locales, en fait. Voilà, c'est le mot-clé. Et surtout, ils se construisent une vraie résilience face aux chocs économiques extérieurs. Et au passage, ça crée un filet de sécurité diplomatique assez solide. Oh, profondément solide. Quand vos ingénieurs travaillent dans les mêmes bases de vie, quand vous partagez la propriété d'un oléoduc et que les revenus d'un État dépendent directement de la stabilité de l'autre, ben l'alliance devient presque indestructible. Par la simple force des choses. Exactement. Une instabilité politique au Niger, ça aurait un coût financier immédiat pour l'Algérie. Et inversement, cette interdépendance économique, ça force une solidarité sécuritaire. L'économie cimente la géopolitique et ça rend tout retour en arrière ou changement d'alliance extrêmement coûteux. Donc, si on prend un peu de hauteur par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on est parti d'une rencontre au sommet, de simples poignées de main diplomatiques à Alger, Oui. mais ça s'est traduit en quelques jours par des équipes sur le terrain, des ingénieurs qui remplacent les diplomates, et une entité comme Sonatrach qui assume un rôle de mentor pour casser la logique de dépendance technologique étrangère. Tout à fait. Et cette expertise partagée, elle se concrétise dans des projets titanesques. Le Transsaharien, qui redessine la carte de l'énergie mondiale en utilisant, disons, la fin de l'Europe pour financer l'intégration africaine. C'est brillamment joué. Et pendant ce temps, à CAFRA, on voit comment le partage des risques financiers lie le destin des deux nations de manière irréversible. Ce qui est vraiment fascinant dans cette dynamique, c'est que c'est la preuve par l'action. L'intégration africaine, ça a longtemps été un idéal abstrait, discuté dans des grandes conférences. Mais là, on la voit se faire avec des foreuses, des pipelines de 4000 km, des investissements conjoints. L'indépendance ne se déclare plus, elle se construit au kilomètre dans le sable. La matérialité de cette alliance, c'est ça sa plus grande force. C'est des barils, des mètres cubes de gaz, des vrais emplois. Le pragmatisme d'État face aux incertitudes du monde. Et ça nous amène à une réflexion finale. Pour ceux qui nous écoutent,
Si l'Algérie et le Niger arrivent avec ce pragmatisme à contourner les modèles classiques de dépendance et à bâtir leur propre sécurité ensemble, on peut vraiment se demander si ça ne va pas déclencher un effet domino. Un effet d'entraînement sur le continent? Oui. Face aux pressions des marchés, d'autres nations riches en ressources mais limitées en infrastructures pourraient observer ce qui se passe à Kafra ou sur le transsaharien. Est-ce qu'elles vont, à leur tour, décider d'arrêter de signer des concessions avec des multinationales d'outre-mer pour plutôt mutualiser les risques avec leurs voisins? La diplomatie de demain, écrite avec des plans d'ingénierie plutôt que des traités. C'est ça. Et c'est un sujet fondamental qu'on va continuer de suivre de très près. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration en profondeur.